Il me semble que justement dans l'extension d'un périmètre, le travail de Renzo avec Michel Corajou prend en compte cette dimension d'une lecture globale. Il me semble, hein, on va continuer à en parler. Je voulais demander à Jean-Jacques Viros, qui a une question soulevée par Jean-Louis, sur la durabilité du... Il a posé une question très précise, mais qu'est-ce qui nous dit que ça va continuer dans le temps, justement? Qu'est-ce qui nous garantit les choses? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je ne suis pas sûr de répondre. On y parle. Ça marche? Oui, il suffit de parler. Oui, il suffit de parler. Bon. Pour la pérennité du projet Clarisse, là, je laisserai à Sœur Brigitte d'expliquer son projet. La pérennité, je voudrais quand même donner quelques informations sur les... La question, pardonnez-moi pour la poser très clairement, c'est qu'est-ce qu'elle garantit à-t-on que ça ne se transforme pas en gîte ou je ne sais quoi, quelque chose de commercial? C'est ça le, oui, non, le mais là, risque, de toute façon, le danger. Oui, il n'y a pas de danger puisque de toute façon la raison sociale restera. Mais bon, je crois savoir que les Clarisse, c'est une histoire qui date du XIIIe siècle et puis que pour l'instant, ça dure encore. Bien sûr, mais je voudrais rappeler quand même que c'est une association qui est propriétaire de nos bâtiments et non pas nous-mêmes, et que cette association a forcément donc des statuts, et que les statuts sont extrêmement clairs. Tous les bâtiments dans lesquels seront toujours dévoués à une œuvre religieuse. Donc il est exclu juridiquement que ça devienne un gîte rural, un hôtel ou quoi que ce soit. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que l'accueil monastique que nous allons offrir est à l'identique des chambres des sœurs. C'est-à-dire que l'accueil monastique sera composé d'un lit, d'une table, d'une chaise, d'un placard et d'un lavabo. Je doute fort qu'une chaîne d'hôtels accepte de reprendre une telle chose. Et troisièmement, l'objectif n'est pas du tout de faire du tourisme, mais c'est au contraire d'être au service des visiteurs et des pèlerins, mais je dis bien des visiteurs, qui voudraient passer une heure, un jour, une semaine, dans un lieu de silence et en retrait un peu de, je ne veux pas dire de l'agitation, mais de la rapidité du monde. Et nous voudrions offrir justement un monde un peu serein, un peu calme, et c'est uniquement ça que nous cherchons. Et je ne vois pas comment on peut parler de pérennité aujourd'hui, car qui, dans notre société d'aujourd'hui, peut dire qu'il est pérenne dans ces institutions? Ça, pour moi, on le voit bien même dans notre État, le gouvernement change tous les 7 ans et les décisions ne sont pérennes que sur 7 ans. Gardez le micro. Je vais vous demander maintenant comment, je ne veux pas vous interroger sur la polémique qui agite le milieu architectural et au milieu culturel, mais dites-moi comment vous vivez le projet, vous, j'allais dire en tant qu'utilisatrice, en tant que... vous l'avez porté, ce projet, vous le vivez, et bientôt vous vivrez dans ce lieu. Quel est votre rapport au lieu, justement? D'abord, je réfute le terme utilisatrice. Excusez-moi. Mais nous n'allons pas utiliser un lieu, nous allons l'habiter. Nous allons le faire vivre. Et c'est ce que nous faisons depuis... C'est beaucoup mieux, je vous le concède. C'est ce que nous faisons depuis 8 siècles. Hein. Et je voudrais juste rappeler en quelques secondes que l'ordre des Clarisses a été fondé du temps de Saint-François, par Sainte-Claire, mais dans la même ville, à la même époque, et que donc toute notre spiritualité est une spiritualité franciscaine, et forcément une spiritualité de contemplation. Et donc la spiritualité franciscaine, c'est une spiritualité de fraternisation avec la nature. Donc je ne vois pas comment on pourrait abîmer la nature, la mettre en révolution. Ce serait vraiment contraire à non seulement à notre genre de vie, mais à notre être profond. Nous sommes là réellement pour faire vivre la nature qui va nous entourer, pour vivre nous-mêmes, mais au milieu de cette nature, dans une relation fraternelle. Et pourquoi nous avons choisi Ronchamp? C'est tout simplement parce qu'il nous semble que cette chapelle Notre-Dame-du-Haut, par sa beauté et par sa communion avec la nature qui l'entoure, a quelque chose à dire au monde. Mais ce quelque chose à dire, il ne peut pas être statique, mort. Il faut une présence pour qu'il soit en vie. J'aime souvent dire que cette chapelle a 2 poumons. Un poumon culturel,
un poumon artistique et un poumon spirituel. Et qu'il faut la faire respirer de ces deux poumons. Si elle ne respire que d'un poumon, c'est comme une personne. À terme, elle s'étiole et elle s'essouffle. Donc nous ne sommes pas là du tout pour l'aspect culturel. Nous sommes là pour le poumon spirituel. Mais tout ça, dans notre lignée à nous, c'est-à-dire une lignée de retrait, nous sommes là présentes et accueillant ceux qui le veulent. Nous n'irons jamais chercher le pèlerin ou le touriste. Il faudra qu'il fasse sa propre démarche. Il n'y a aucun prosélytisme chez nous et ça ne peut pas, ce serait tout à fait contraire à notre mode de vie. Oui, on voit, Renzo, qu'il y a deux choses. Il y a les Clarisses avec leur vie, très en communion avec la nature, si je puis me permettre cette métaphore, et puis les 100 000 visiteurs qui viennent pour voir l'architecture, pour voir aussi les pèlerins. C'est un ensemble. Donc c'est en effet la gestion de deux. Il y a une cohabitation à trouver. Oui, on sait les explications de Michel étaient très très intéressantes sur la question des abords, mais c'est quand même la question centrale. Comment gérer 100 000 personnes? Comment C'est toujours une histoire de rapport entre le sacré et le profane. Et je venais d'une expérience dans laquelle j'ai beaucoup souffert quand j'ai dessiné une église pour Padre Pio dans le sud d'Italie, une église pour 8 000 pèlerins et pas 12, 8 000. Et le rapport, malheureusement, j'ai souffert, mais j'ai aussi beaucoup aimé cette expérience. Je ne la regrette pas, mais c'est une expérience dans laquelle 95% c'était du profane, et malheureusement seulement 5% c'était le sacré. Là. Et attention, j'en parle pas mal, je ne suis pas critique. Je pense que même 5% de 7 millions de pèlerins par an, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Mais je veux seulement dire que j'ai souffert beaucoup cette expérience. Dans celle-là, ici, c'est très différent. C'est plutôt le contraire. Et même le site profane ici, de 100 000 visiteurs par an, pour moi, c'est sacré. C'est sacré d'une autre façon. Bien sûr, je me suis déjà exprimé sur ça. C'est pas sacré, il ne faudrait pas utiliser les mêmes mots, mais c'est quand même génial. C'est des gens qui aiment l'architecture, c'est des gens qui ont une bonne raison pour aller jusqu'à là. Et je crois que c'est pas impossible. C'est pas impossible, surtout si on arrive à mitiger un petit peu même la présence physique de la maison d'accueil, le parking, si on arrive à gérer mieux tout ça, je pense qu'on peut y arriver. Sur l'histoire de la pérennité, je vais faire une blague. Et sœur Brigitte le prouve. Et elles sont éternelles, les Clarisses. Et elle a 250 ans, sœur Brigitte. Regardez-là. Ça fait combien de siècles que vous existez? Combien de siècles? 8 siècles. On a à l'agence, je ne sais pas combien, 2000 signatures, parce que bien sûr qu'avec toutes ces pétitions, personne je comprends plus rien, tout le monde signe. On a 2000 signatures de Clarisses, elles ne sont pas toutes âgées, ces Clarisses. Il y en a beaucoup qui sont de jeunes Clarisses. Je pense que ce qu'elle a expliqué, c'est bien, c'est clair. Moi, j'ai aucune préoccupation de ça. Mais c'était bien de soulever le problème, c'est tout à fait évident. Je vais passer la parole à Jacques Sbriglio. En fait, le conseil d'administration de la Fondation avait désigné Jean-Louis Cohen, Bruno Reichlin et toi-même pour discuter. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler comment les étapes, parce que c'est très intéressant, un projet qui se fait comme ça, par itération. Là, on voit que c'est... D'abord, je veux dire que la Fondation, elle est dans son rôle, d'essayer d'être attentive à ce qui va se passer en matière de projet autour des bâtiments construits par le Corbusier. Et au-delà du problème de Ronchamp, je peux vous dire que le Corbusier a bâti à peu près 75 bâtiments en France et à travers le monde. Et moi, j'ai fait une expo en Inde il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire que les bâtiments d'Inde sont extrêmement menacés dans leur intégrité physique en tant que bâtiment. Alors que là, dans Ronchamp, on est plutôt dans un problème qui est en relation, je dirais, avec le site. Donc elle est dans son rôle, la Fondation, elle est aussi dans son rôle de conseil.
Moi, je dois dire qu'il faut imaginer que c'est quand même un lieu de recherche, transite énormément de chercheurs du monde entier. Il y a un savoir, on a fêté les 40 ans de la Fondation la semaine dernière, il y a un savoir qui s'est accumulé, et il est bien dans le fond qu'à l'occasion d'un débat pareil, je veux dire, ce savoir puisse servir. Et je pense que même dans l'équipe de Renzo Piano, ce qui est sorti en fait de nos différentes rencontres, de ce qui a été écrit, quelque part peut-être à pas modifier sur le fond le projet, mais en tout cas a fait bouger les lignes du projet, et ça, je dois dire, c'est extrêmement appréciable. Ça veut dire que la Fondation peut aussi avoir un rôle de conseil vis-à-vis des architectes qui sont appelés à construire. Jean-Louis a tout dit. Concernant la position du conseil d'administration de la Fondation, je ne reviens pas là-dessus, elle est très claire. Le conseil d'administration a décidé d'engager et de continuer, parce qu'en fait il était déjà engagé, une relation de travail avec Renzo Piano concernant le développement en fait de ce projet. Donc pour moi il n'y a pas de polémique. Je voudrais aussi que à propos de cette situation, on puisse quand même imaginer que la Fondation n'est pas non plus un organisme autiste et qui serait antagoniste à l'expression de l'architecture contemporaine. Je ne crois pas du tout. Elle est attentive. C'est tout. Et au contraire, si le débat peut s'engager, il peut porter ses fruits. Je rappelle aussi que Le Corbusier avait, vous savez, c'est pas vous que je vais apprendre le nombre de formules que Le Corbusier a pu développer autour de sa carrière, mais Le Corbusier détestait les monsieur non. Il a dit plusieurs fois, il a été empêché au cours de sa carrière de développer ses projets. Et l'idée ne me plaît pas d'imaginer que la Fondation pourrait un jour jouer ce rôle aussi de monsieur non. Renzo Piano l'a dit assez justement tout à l'heure, lui aime écouter, nous on aime discuter. Et donc c'est ce qu'on a demandé, discuter avec Renzo Piano et essayer de travailler à ce projet.